Alors, très chers téléspectateurs de TV Vendée, plusieurs d'entre vous m'ont posé la question à propos de mon cadavre de la décharge. Mais est-ce que Martin se pratiquait l'humour noir, se moquait de vous en disant je n'ai pas découpé le corps par respect? Mais pas du tout, pas du tout. Il était sincère, cet homme-là, et j'ai découvert qu'il avait tué sa femme alors qu'il l'aimait toujours. Hein. C'est fou de penser qu'un réflexe criminel a été déclenché par cette volonté de ne pas aller s'excuser devant les employés de banque. Alors, pour vous situer un peu le personnage, il était plutôt sympa, joyeux de rire, et c'était un type qui arrivait à la banque en plaisantant, toujours un pistolet à eau, c'est un hold-up, vous voyez, et il avait un personnage. Et voir son image ruinée, là, amenée par sa femme comme un petit garçon, là, par le coin de l'oreille, il l'a pas supporté. Il l'a pas supporté et il a commis ce crime absurde, idiot, ridicule, simplement pour ne pas vivre une humiliation. C'est tout de même étonnant, comme quoi nos affaires criminelles, parfois, nous amènent à découvrir des ressorts de l'âme humaine qui sont très bizarres. J'en ai d'autres, d'ailleurs, que j'évoquerai l'an prochain avec vous, mais pour changer un petit peu, parce que malgré tout, si vous voulez, cette pauvre femme, cette pauvre Madame Martin, moi, ça m'avait un peu bouleversé, parce que c'était une très brave femme, enfin, tout ce qu'on avait reconstitué. Les affaires criminelles, les dossiers, on fouille la vie des victimes, on fouille la vie de l'auteur. Et là, c'était au sein d'une famille unie, très unie, un enfant unique, marié et qui vivait, parce que le pavillon était immense. Donc on avait organisé la vie du jeune couple pratiquement avec la vie des beaux-parents. Il y avait largement la place et puis il y avait un immense terrain derrière. Enfin, à l'époque des flambées immobilières, c'était déjà, ils avaient de quoi en vendant cela, en faisant une promotion immobilière, ne serait-ce que sur la partie arrière de ce terrain, il y avait de quoi vivre, être à l'abri du besoin pour jusqu'à la fin de leur jour. Hein. Ce pauvre Martin n'avait pas assez chiné à essayer de maintenir une entreprise qui se cassait la figure à une vitesse, non pas à vitesse de la lumière, nous dirons à la vitesse du son. Ah, promotion immobilière. Promotion immobilière, affaires, ben voilà, je vais vous parler un peu d'escrocs, cela va nous changer. Ah, l'escroc. L'escroc, j'ai bien sûr évoqué avec vous l'affaire Stavisky. L'affaire Stavisky, vous vous rappelez, hein, ces histoires merveilleuses d'escroquerie des années 34, j'ai également, il faut bien le dire, beaucoup aimé les escrocs. J'ai eu l'occasion d'en rencontrer deux de belles pointures. Celui dont je vais vous raconter l'histoire, c'était du petit format. Après, j'ai eu un format beaucoup plus intéressant. Et pour ceux qui se reconnaissent dans la franc-maçonnerie très présente, une secte très présente dans l'escroquerie en général, il était 33e degré du Grand Orient de France. Voilà. Bon. Il arrive que dans les affaires d'escroquerie, on croise ces messieurs. Alors, mon histoire commence un jour, dans une réception, un notable vendéen me dit « j'ai fait des placements et je m'inquiète un petit peu. » Bon, qu'est-ce que vous avez fait comme placement? Moi, j'y connais rien, mais je ne suis pas un financier. Mais il dit, ben voilà, j'ai acheté de la pierre. Bon, je lui dis, la pierre, ça reste toujours, ça c'est du placement de bon... Non, il me dit, non, j'ai pas acheté un immeuble, j'ai acheté des pierres précieuses. Ah, j'ai là, vous m'intéressez. Venez donc lundi à mon bureau me raconter un petit peu votre histoire.
Et cet homme, qui avait investi en toute légalité, payant par chèque, etc., me raconte une histoire un peu particulière. Il s'était fait planter en fait 250 000 francs par un type qui lui avait promis monts et merveilles. Alors, monts et merveilles, dans quel domaine ? Eh bien, reportez-vous, mesdames, messieurs, pour ceux de ma génération, aux années encore, on est aux années 80-90. C'est l'époque où, malgré tout, belle expansion économique, de l'argent à placer, de l'argent qui n'est pas toujours apparent. Hein. La côte vendéenne draine, à la fin de la saison d'été, des fonds qui sont parfois, et surtout à l'époque d'ailleurs, où la structure sociétative ne s'était pas imposée, les avantages de constituer des sociétés, ne s'étaient pas encore... on était à la charnière de deux mondes. Donc il y avait de l'argent au black. Hein. Et l'argent au black, il faut, pour le faire apparaître, pour le faire fructifier, c'est pas toujours évident. Alors donc nous allons avoir un schéma traditionnel à l'époque. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, arrivaient les diffuseurs de bonnes nouvelles et les vendeurs de poudre de perlimpinpin. Alors, comment fait un escroc ? En général, il vous propose des placements à des taux supérieurs à ceux que vous pouvez avoir grâce aux bons anonymes et aux titres au porteur ou grâce aux placements réguliers. C'est toujours plus intéressant d'espérer avoir 12% plutôt que 6% ou 5%. Mais regardez ce qui s'est passé avec Madoff. Madoff proposait 10 ou 12%, là où les placements de bons pères de la famille auraient rapporté moitié moins. Hein. C'est très simple. Alors comme ça joue sur des sommes colossales, en tout cas Madoff avait une clientèle extrêmement riche, donc évidemment c'est très tentant de placer beaucoup plus haut que ce qui vous est offert par le marché. Donc dans les années 80, qu'est-ce qu'on a comme placement mirobolant ? Alors il y avait le container SNCF, il y avait la vache laitière et il y avait, entre autres, la liste n'est pas limitative, et vous aviez le diamant. Alors l'Union des diamantaires, qui était une société parisienne, avait monté un système de placement à partir du diamant. Alors, le diamant, c'est facile parce que ça fait toujours rêver les pierres précieuses. En réalité, ce n'est que de la convention, pas de valeur réelle. Vous me direz, il n'y a pas de valeur réelle sur rien. Mais le diamant, comme me disait un bijoutier, c'est du rêve. On vend du rêve. Et il plaçait, c'est la pyramide de Ponzi, hein, c'est le système Madoff en disant, écoutez, le diamant prend 15%, 20%, 30% par an, c'est un produit de placement très sûr, la vache laitière à l'époque, ça commençait à tomber, placez et nous vous garantissons des taux de progression de 20% par an avec engagement de reprise tous les 6 mois. Ceux qui démarrent, alors vous aviez toute une organisation avec des prescripteurs, des représentants qui plaçaient leurs marchandises. Le diamant, l'Union des diamantaires, inonde le marché de diamants. Évidemment, à un moment, c'est inévitable, les cours du diamant s'effondrent. Il y en a partout. Ce qui faisait quand même le prix, c'était la rareté. Donc l'Union des diamantaires se casse la figure, c'est le krach de l'Union des diamantaires, ça avait fait du bruit à l'époque, et les gens qui avaient placé dans le diamant, pas les premiers, parce que les premiers on les paye toujours, on paye tout, le produit et les intérêts, ceux-là se retrouvent avec des diamants dont ils ne peuvent rien tirer. Et c'est là que notre escroc, celui qui avait pigeonné l'homme qui m'avait contacté, avait eu une idée de génie. Il était prescripteur de l'Union des diamantaires, représentant de l'Union des diamantaires, et il est allé voir tous ses clients en disant « Ah,
je me suis fait avoir par mes patrons, mais ne vous inquiétez pas, moi j'ai monté une société de placement et je vais vous reprendre vos diamants. Moi, ce que je place, c'est du sérieux. Alors je crois que c'était du rubis. Le rubis, c'est autre chose que le diamant. Parce que d'abord, il y a des mines en Thaïlande. En Thaïlande, le régime, enfin, il avait un discours très efficace. Le régime va s'effondrer, le communisme va s'en emparer. Donc, il n'y aura plus de rubis sur le marché. Alors là, moi, je vous reprends vos diamants. Alors évidemment, je ne peux pas donner d'argent, hein, mais je vais, en échange, vous placer, et avec une belle marge, des rubis. Vous allez prendre du rubis. Et ça, le rubis, alors là, 35% par an, garantie de reprise chaque année avec les 35%. Oh. Alors les gens qui ont tout perdu, évidemment, ils sont contents de prendre du rubis. Et ils prennent du rubis. Alors oui, 35% par an, hein, on rigolait pas. Hein. Et évidemment, principe toujours de la pyramide de Ponzi, les premiers, on les paye. Et on paye les intérêts et on reprend avec ce que les derniers investissent. Hein. Mais celui qui a, au bout d'un an, placé 1 et qui récupère 1,35, après, il en prend pour 10% pour 1000. Et non seulement il en prend pour 100 pour 10 pour 1000, mais il en fait prendre pour 10% pour 1000 par toute sa famille, ses amis, ses proches. Oh, j'ai un truc extraordinaire. Et puis je dis, ça marche, moi, hein, j'avais placé 1 et j'ai récupéré 1,35. Et voilà les preuves. Et ils deviennent les meilleurs prescripteurs du rubis placement. Alors le rubis placement, il faut savoir également qu'en matière de pierres précieuses, vous avez le certificat d'authenticité. Alors, le certificat d'authenticité, ça veut dire que vous avez une pierre qui est authentique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit bonne, qu'elle vaille cher, mais elle est authentique. C'est bien du rubis. Et l'habileté de l'escroc, c'est de vous faire confondre le certificat d'authenticité et l'expertise sur la valeur. Alors, pour l'expertise sur la valeur, pour les clients un peu sérieux, je me rappelle... En Bretagne, il y avait un type qui avait vendu son hypermarché et il avait récupéré une somme très importante au noir. Alors là, on avait eu beaucoup de mal à le déterminer, pour 3 millions de francs à l'époque, à le déterminer à nous parler. Nous le savions parce que nous avions trouvé son nom et je m'étais engagé avec des contacts, nous avions eu l'engagement également des services fiscaux de ne pas engager de procédure de redressement. Nous travaillions à l'époque, c'était bien, il y avait la section économique et financière du SRPJ, il y avait un inspecteur des impôts qui était toujours avec eux. Et là, on avait réussi à obtenir un engagement clair de l'administration fiscale à ne pas effectuer de redressement et nous avions eu la preuve que il y avait eu bien 3 millions de pigeonnés comme ça par l'escroc. Ce qui nous a monté, je me rappelle le préjudice de cette opération, à l'époque, à 15 millions de francs. On doit être dans les années 1985. C'était pas mal pour un petit escroc local. Enfin, local de sa région, parce qu'il pigeonnait sur la côte vendéenne, le sud de la Bretagne et le nord de la Charente, maritime, bien entendu. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché et les victimes que nous avons identifiées avant d'aller interpeller notre homme nous disent, vous savez, c'est un type puissant. Un type puissant, il est agent électoral d'un homme politique de la région d'Auxerre. Il est très protégé par la franc-maçonnerie. Il a été vénérable de sa loge. L'homme politique en question le protège. Vous n'arriverez à rien. Bon, et ça, on va voir. Hein. On va voir si on n'arrive à rien du tout. Enfin, on a le tableau du bonhomme. Et un jour, ça serait plus possible avec les procédures actuelles, hein, avec les enquêteurs de la brigade financière du SRPJ d'Angers, et voilà, maintenant on a les éléments, on va aller le taper. Alors, les types partent, et puis 48 heures plus tard,
Moi, j'attendais ça avec impatience. Et écoutez, c'est au-delà de toute espérance, monsieur le juge, on a même les aveux complets. Alors ça, les aveux complets, en matière d'escroquerie, impossible, c'est impossible. Jamais un escroc n'avoue. La main dans le sac, la queue du renard qui lui sort de la bouche, il dit non, non, non. Bon, très bien, alors, mandat d'amener, car il avait été interpellé dans une région... Morvan, région d'Auxerre, si mes souvenirs sont bons. Mandat d'amener, alors je vois arriver un type prestigieux, costard, pompe croco, mallette en crocodile. Ça, c'est un élément constitutif de l'escroquerie retenu par les enquêteurs qui ont parfois des délicatesses. Nous avions donc une pépite. Ah oui, il avait une pépite avec un diamant incrusté, enfin un rubis, après, une pépite en or autour du cou. Du dernier bon goût, dirons-nous. Et cet homme me renouvelle, mais des aveux complets. J'avais la procédure. Il me dit oui, mais celui-là, je l'ai pigeonné. Mais alors, est-ce que j'y ai pris plaisir? Puis de toute façon, tous des voleurs, tous des fraudeurs. J'ai dit, attendez, non. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas fraudé. Vous avez été payé par chèque. Et puis ceux qui sont venus me voir, celui qui est venu me voir, il n'avait pas fraudé. Oui, 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 mais celui-là, c'était un vrai plaisir. Bon, enfin bref, ils m'ont dit, il prenait son plaisir, un plaisir à expliquer comment il pigeonnait les autres. J'avais les bras qui m'en tombaient, parce que 5-6 pages de déposition qui sont prises. C'était un samedi après-midi, je me rappelle encore. Je n'avais jamais vu ça. Et à la fin, j'ai dit, écoutez, monsieur, c'est bien, hein, mais maintenant je vous place sous mandat de dépôt. Alors là, je le vois. Puis alors, un interrogatoire, ça j'oubliais ce détail, une chaleur. Il était à l'aise, il me faisait des petits clins d'œil, j'étais un copain, un confident. Et là, je vois la stupéfaction se poindre sur son visage, et il me regarde. Bon, l'examen devait pas dû être positif pour lui. Tout d'un coup, il s'est fermé. Il a signé son procès-verbal d'aveu. Il me dit bon. Et il part en détention. Il ne veut même pas d'avocat. Rien. Il part en détention. Quelques mois plus tard, 3-4 mois, je fais un interrogatoire récapitulatif. On avait les victimes, oui, il y avait 15 millions de francs. On avait récupéré du rubis. Il y avait de quoi illuminer un arbre de Noël le soir sur le remblai des sables. On avait récupéré des prescripteurs, là, ceux qui plaçaient. Bon, l'affaire était bien bouclée. C'était carré, les aveux du début. Après, il n'avait plus rien voulu dire. Mais il n'était pas revenu sur ce qu'il avait déclaré. Alors, je me rappelle toujours qu'il y avait sa mallette. Et la mallette, c'était un véritable crocodile. C'était épais comme ça. Dessus, c'était en peau de croco. Et puis quand on ouvrait, alors c'était plein de pierres précieuses. C'était le trésor du pirate. Donc, interrogatoire récapitulatif. Et le policier qui l'avait fait tomber, un colosse barbu d'une intelligence... un type des sections économiques et financières qui fera une carrière très brillante dans le privé et qui fait toujours une carrière très brillante dans le privé. Vous avez peut-être l'occasion de le voir, d'ailleurs, si vous venez aux causeries du Palais du Festival Civalan. Et arrive, alors que l'autre est encore assis dans mon bureau. Je lui dis, entrez, monsieur, venez donc vous installer. Et à ce moment-là, je vois mon escroc qui le regarde avec haine et qui lui dit... Ah, vous m'avez bien eu, vous êtes un beau salopard. Et le policier qui lui dit, mais non, monsieur, je vous ai bien eu, certes, mais c'est l'escroc escroqué. Alors là, je comprends qu'il y a toute une partie du film qui m'échappe complètement. Allez, attendez, vous êtes en train de quasiment de vous engueuler dans mon bureau. Je pourrais avoir l'explication. Ah je l'ai eu, l'explication. Les policiers ont parfois
de ces petits tours dans leur sac. Bon, perquisition, on trouve un certain nombre d'éléments. Notre homme est ramené en garde à vue au commissariat de la localité où il exerçait ses talents, où il était super protégé. Et puis, les policiers, il y a un policier d'un autre service qui vient les voir. Bon, les miens comprennent qu'il appartient à la même société secrète. Je dirais pas la secte, mais les sectes à côté. Il appartient à la même société secrète. Mais il est flic avant d'être frère. Et ils lui ont monté un turbin à mon malheureux escroc. Mais un turbin épouvantable, lui faisant croire que j'en étais, que ça allait très bien se passer, qu'il suffisait qu'il raconte tout, et qu'il verrait qu'il serait relâché avec un simple contrôle judiciaire. Et attendez, je crois même qu'ils lui ont fait téléphoner à leur voisin de bureau, le frère policier qui se faisait passer pour moi. C'est-à-dire qu'il employait les bons codes, vous savez, les frères la gratouille, mais là, par téléphone, je ne sais pas comment ils se reconnaissent, sinon ils se mettent les doigts là. Moi j'avoue que je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas parce que quand même des procédés un peu bon, c'est des procédés policiers, si vous voulez, puis qui finalement aboutissaient à la manifestation de la vérité. Il ne s'agissait pas de faire avouer un pauvre type, par un pauvre type qu'il avait tripoté sa nièce, un type du quart-monde. Non, là, j'avais un type structurant en face de moi, mais très déstabilisé. Et donc, on me raconte tout ça, et puis, parce qu'au moment où le policier avait dit « c'est l'escroc escroqué », l'autre avait souri. Après tout, il avait pris ça du bon côté. Et là, commence une scène que je n'oublierai jamais. Dans mon bureau, l'escroc, le policier. Ah oui, quand même, vous m'avez bien eu. Là, c'est des trucs de connaisseurs. Là, il y avait un véritable dialogue qui s'était noué. Ah, c'est ce que vous avez fait. Ah, vous m'avez bien eu. Ah, vous m'avez bien eu. Et à ce moment-là, le policier qui était... et vous, quand même, le pistolet d'enfant. Alors, le pistolet d'enfant, moi, je veux comprendre pourquoi le pistolet d'enfant. Parce que quand il y avait une dupe, un pigeon, qu'on allait... qui était un peu délicat à faire craquer, on lui montrait... les bijoux, alors déjà ça impressionnait le trésor du pirate, etc. Et alors le réflexe, c'était de dire, mais vous portez, il y en a pour combien? 1 milliard. Mais vous n'avez pas peur? Et là, l'escroc ouvrait sa veste et il disait, je suis toujours armé. Il avait un pistolet d'enfant qui était passé dans sa ceinture. Et là, ça emportait le morceau, l'aventurier, le parfum. C'était un grand chasseur, il avait chassé à l'arc en Afrique. Voilà une histoire d'escroc. Mais moi, j'ai vécu un moment extraordinaire dans ce bureau quand j'ai vu le policier et l'escroc parler véritablement en technicien, en professionnel. Vous m'avez bien eu, ouais, mais vous étiez bon également. Je vais opportun. Bon. Et puis tout ça s'est terminé par une condamnation qui n'a pas été excessive d'ailleurs. Le dossier était bien bouclé. Je crois que personne ne s'est plaint. Je terminerai simplement en disant ce petit mot. Rappelez-vous, le faisan aime le pigeon mais déteste le poulet. Je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs.